C'est peut-être la fin d'un mystère pour cette mère. Virginie attend des réponses depuis 17 ans. Depuis le meurtre de son petit garçon, Jonathan. Il avait 10 ans. Il n'y a pas un jour où je ne dis pas son prénom. Ma vie a été détruite complète. Déjà une déchirure complète parce qu'on m'a enlevé une partie de moi. Donc il y a une partie de moi qui ne reviendra jamais. J'ai essayé de me mettre à la place de la personne. J'ai essayé de savoir comment il l'a fait. J'essaye de me dire maintenant il n'a pas souffert, il ne l'a pas gardé, il ne lui a pas fait de mal, ou il lui a fait du mal. Et de ne pas savoir, mais c'est un déchirement total. Rester dans le doute, dans les questions sans réponse, c'est horrible. Pour sa grand-mère, qui s'est beaucoup occupée de Jonathan, la douleur de cette perte reste intacte, tout comme le souvenir de son petit-fils. Il était très câlin. Il venait tout le temps, là il habitait à côté de chez nous, il venait tous les jours nous voir. Il venait faire un bisou à papy, demander comment ça allait. Mon petit frisé, là, mon petit blond. Sur toutes les photos, il est beau. Souriant, qui aimait la vie. Timide, ça c'est sûr. Agréable à vivre, c'était un rayon de soleil. Fin janvier, un homme a été mis en examen. Martin Ney, un tueur en série allemand, déjà condamné outre-Rhin à la prison à perpétuité. Pourtant, cette piste d'un suspect germanique aurait pu aboutir bien plus tôt. En avril 2004, Jonathan part en classe de mer. C'est la première fois qu'il va voir l'océan. Virginie se souvient l'avoir accompagné au bus. De ce qui me reste en souvenir du départ, c'est que je le vois mettre son petit sac dans la soute, me regarder, faire un bisou, « Maman, je t'aime », avec le grand sourire, et il est parti. Jonathan séjourne avec les élèves de sa classe de CM1 dans ce centre de vacances de la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins. Le voici avec ses copains 3 jours avant sa disparition. Le 7 avril 2004, au réveil, Jonathan n'est plus là. Il partageait cette chambre avec 5 amis. L'un d'entre eux a aperçu une lampe torche dans la nuit et aurait entendu un homme dire « Tu dors ?» Des moyens de recherche colossaux sont engagés. 200 gendarmes sont déployés et un avis de recherche diffusé. Une cellule d'enquête est spécifiquement créée. 40 gendarmes travaillent d'arrache-pied pour tenter de retrouver le ravisseur. Le major Alain Corbel dirige la cellule qui, au départ, s'installe sur les lieux de l'enlèvement. Il faut travailler sur place d'abord. On part de la zone et on élargit. Un travail de fou, c'est un travail de fourmi. On travaillait dans leurs locaux et on dormait dans les bungalows du camping. Donc on vivait, Jonathan, du matin au soir et du soir au matin. 6 semaines après la disparition, le 19 mai 2004, le corps de Jonathan est retrouvé nu, ligoté en position fétale dans cet étang, à 30 km du centre de vacances. L'autopsie révèle que l'enfant est mort par suffocation, mais le corps est trop dégradé pour savoir si Jonathan a été violé ou non. Le rapport conclut également que l'enfant aurait été séquestré pendant 1 mois avant d'être tué. Une autopsie qui met les enquêteurs sur la mauvaise piste. Car il privilégie alors l'hypothèse d'un prédateur local qui aurait bénéficié d'une habitation pour cacher l'enfant. Dorénavant, ce qui intéresse la cellule, ce sont tous les renseignements signalant le comportement suspect d'une personne qui aurait changé ses habitudes. Pourtant, un témoignage aurait dû orienter l'enquête vers une autre piste. Oui, viens là, viens avec moi. Viens, celui de Guy, 83 ans. Il vit à 6 km de l'étang et se souvient de ce qu'il a vu quelques jours seulement après la disparition de l'enfant. Il s'exprime pour la première fois. La voiture, elle est comme ça, ici, là. Jusqu'au pilier, là-bas. Puis elle a tourné à gauche après. Elle a pris le chemin ici, à gauche, là. Ah. Il n'y a jamais de voiture sur ce petit chemin de campagne, surtout à 22 h. Alors Guy décide de prendre son tracteur pour aller voir ce qui se passe.
Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai éclairé la voiture avec les phares et les projecteurs du tracteur. Hein, et le coffre de la voiture était ouvert. Hein, et il y avait quelqu'un qui se dirigeait vers l'étang, hein, avec une grande blouse qui était couleur moutarde un peu, avec un chapeau sur la tête. Hein, et le chien qui était avec moi, il s'est dirigé vers la personne, mais il n'a rien dit. Et moi, j'ai continué à éclairer. Hein, et à ce moment-là, la personne est revenue vers sa voiture. Ben, quand il a baissé le coffre, j'ai vu la plaque qui était sur le coffre. Je savais que c'était une plaque allemande, de toute façon. Quelques semaines plus tard, quand le corps de Jonathan est retrouvé, Guy réagit. Au moment qu'ils ont découvert le petit, et moi, dans la tête, ça m'a fait quelque chose que j'ai pensé qu'il y avait un lien avec la voiture qui était venue ici. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la déclaration, que j'ai appelé la gendarmerie de Guérande, qui m'ont dit, de toute façon, on fait suivre. Ils m'ont dit, on transmettra. Alors, est-ce qu'ils ont oublié? Je sais. Est-ce qu'ils ont oublié? J'en sais rien. Guy ne sera entendu qu'en 2005, un an plus tard. À l'époque, les enquêteurs lui expliquent que la piste d'un suspect venu d'Allemagne ne colle pas avec le profil recherché, un homme du cru. Pourtant, un élément aurait dû faire tilt. Car 2 semaines après la disparition de Jonathan, le policier Martin Effertenbeck, enquêteur allemand, a contacté les Français. Depuis plus de 10 ans, il traque celui que la presse a surnommé « l'homme en noir », représenté par ce portrait robot. Un prédateur qui aurait déjà tué 3 garçons prépubères dans des camps de vacances dans le nord de l'Allemagne. L'affaire Jonathan interpelle immédiatement l'enquêteur. Tout de suite, nous remarquons de grandes similitudes entre nos dossiers et l'affaire de Jonathan. Les enfants ont exactement le même profil. Et on sait que Jonathan a été retrouvé loin de son lieu d'enlèvement, à plusieurs dizaines de kilomètres, comme c'est le cas pour nos 3 victimes allemandes. Le profil des victimes, de jeunes garçons entre 8 et 13 ans, blondinets et timides, la façon dont ils sont entravés avec ces nœuds marins si particuliers, la position des corps quand ils sont retrouvés, tout colle avec l'affaire Jonathan. La piste allemande de l'homme en noir paraît incontournable. Mais les enquêteurs français, eux, ne semblent pas vraiment y croire. Quand les Allemands sont venus, mais moi j'avais plein d'espoir, ils vont peut-être nous apporter quelque chose. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'ils étaient à la pêche, quoi, parce qu'ils étaient sur un dossier depuis plusieurs années et ils avaient très peu d'éléments, à part un signalement et un portrait robot où on voyait un homme en noir, quoi, mais ils avaient aucun élément d'identification, en fin de compte. Et je pense qu'ils venaient nous voir, c'était dans l'espoir que nous, on ait pu leur donner quelque chose, quoi. Il a sévi, je crois, il y avait 2200 km, donc bon, il faut faire le lien quand même, quoi. Après 3 ans d'enquête infructueuse, la juge demande que le rapport d'autopsie soit réexaminé et l'enquête bascule. Il conclut finalement que l'enfant a été tué très peu de jours après son enlèvement. Jonathan n'a pas été séquestré pendant 3 semaines. La piste locale perd du poids. Quatre ans plus tard, l'enquête allemande, elle, aboutit enfin. En avril 2011, après presque 20 ans de recherche, la police interpelle l'homme en noir, celui qui a terrorisé tout le pays. Il est enfin arrêté à Hambourg, ici où il vit. Il s'appelle Martin Ney, il a 41 ans. Il reconnaît le meurtre de 3 garçons entre 1995 et 2001. Il avoue également une quarantaine d'agressions sexuelles mineures. Le profil du tueur en série fait froid dans le dos. Martin Ney a été éducateur de centre de vacances pendant 15 ans, comme on peut le voir sur cette vidéo. C'est le reportage personnel de Martin Ney. À l'époque, il a 25 ans. Et c'est à cette période qu'il aurait commis son premier meurtre. Approche-toi et attaque à nouveau.
Ils vont attaquer à nouveau? Regarde derrière toi. Il faut que tu te lèves. Coupé. Ses pulsions pétales remonteraient à l'adolescence, comme il a pu le confier au docteur Néropil, le psychiatre qui l'a expertisé en prison. Il a d'abord été victime à l'âge de 12 ans. Et il semble qu'il ait aimé être touché par un adulte dans une piscine. Ensuite, il a rencontré des amis de son petit frère qui avaient entre 7 et 10 ans. Il aimait jouer avec eux. Lui avait 14 ou 15 ans. C'est là qu'il a compris qu'il était très attiré sexuellement par des plus jeunes. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de sa déviance. En 2012, le procès de Martin Ney se tient près de Hambourg, en Allemagne. Olivier, le frère de Stéphane, la première victime du tueur en série, assiste à l'audience. Il est ici à côté de ses parents. Nous l'avons retrouvé. Son père est décédé 3 jours après le verdict. Il avait 5 ans quand son frère a disparu. Mon frère est toujours là, comme une ombre dans ma vie. Olivier avait besoin de connaître le visage du meurtrier de son frère aîné, même plus de 15 ans après sa disparition. Je suis venu à l'audience à l'époque pour me rendre compte de qui était cet homme qui avait causé tant de souffrance à tant de familles. Il était assis là, un homme rabougri avec une barbe en bataille totalement négligée. Je me suis dit, quel pauvre type. J'étais déçu par l'apparence de celui qui a été capable de tuer 3 enfants et d'abuser bien d'autres. Il n'a pas regardé une seule fois les familles des victimes. Il n'a jamais regardé dans ma direction. Au cours de l'audience, le tueur en série est interrogé sur le meurtre de Jonathan, qu'il nie en bloc. Martin Ney est condamné à perpétuité et incarcéré dans cette prison. En 2014, les enquêteurs français tentent de l'entendre à 2 reprises, mais il refuse de parler. L'enquête est au point mort. Jusqu'en 2017 et les révélations explosives d'un codétenu de Martin Ney. Voici ce qu'il déclare. Martin Ney m'a dit à plusieurs reprises qu'il a, là-bas en France, abusé d'un garçon et qu'il l'a... Il a été étonné que le meurtre ne soit pas élucidé et ne lui ait pas été imputé, car il a dit qu'il avait été probablement vu en France par un homme accompagné d'un chien. L'homme qui aurait surpris Martin Ney, c'est Guy. Et si les confidences du codétenu sont prises très au sérieux par les enquêteurs, c'est que le témoignage de Guy n'a jamais été rendu public. Notamment un détail, qui n'est connu que d'eux seuls, la présence de son chien ce soir-là. En 2019, le juge français émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Martin Ney. Le 21 janvier dernier, il est mis à disposition de la justice française et incarcéré à Nantes. Lors de ses premiers interrogatoires avec le juge nantais, Martin Ney a gardé le silence. Son avocate n'a pas souhaité nous répondre. Le docteur Néropil a des doutes sur le fait que Martin Ney parle un jour. En Allemagne, s'il n'était pas passé aux aveux, il n'aurait peut-être pas été condamné. Il a peut-être appris de ses erreurs. Et puis il y a autre chose. Sa plus grande honte, ce n'est pas d'avoir été attrapé, mais c'est d'être étiqueté à tout jamais comme un tueur d'enfants. Catherine Salsac, l'avocate de la mère de Jonathan, attend fébrilement le résultat des prochaines auditions. Pour l'instant, oui, il y a un espoir, mais il n'est pas à 100% cet espoir.
il n'est pas 100% parce qu'on est quand même, on n'a pas suffisamment d'éléments. Si il ne veut pas parler, c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Je ne vois pas comment on va pouvoir le poursuivre après devant une cour d'assises, sauf à déterminer par un témoignage ou d'autres faits qu'il était présent au mois d'avril 2004 dans la région. Un appel à témoins vient d'être lancé pour tenter de réveiller les mémoires 17 ans après l'enlèvement du petit Jonathan. Pour Virginie, c'est le dernier espoir de connaître la vérité sur la mort de son fils. Si jamais c'est lui, il l'avoue, qu'il est jugé au tribunal, je veux qu'il me regarde droit dans les yeux, qu'il me le dise. Même si ça fait mal, même si je vais souffrir encore. De toute façon, je ne peux pas plus souffrir que ce que je suis actuellement. Mais j'ai besoin qu'il me le dise lui-même de sa propre bouche. La justice allemande a laissé 8 mois aux magistrats français pour interroger Martinet. Une course contre la montre pour tenter d'élucider cette affaire non résolue depuis 17 ans. À Toronto, tous les soirs, Richard pense à son ami Selim. Là, c'est Selim. C'était à Noël, c'était cool. On a fait un super repas turc. C'était vraiment un bon moment. Originaire de Turquie, Selim s'est installé au Canada il y a quelques années pour vivre son homosexualité librement. Il est sans emploi et se fait héberger de temps à autre par Richard, qui du jour au lendemain n'a plus de nouvelles de son ami. Il m'a envoyé des textos pour savoir dans quelle chambre j'étais, car à l'époque j'étais à l'hôpital. Il devait passer me voir et un jour je n'ai plus reçu de message. Richard a perdu tout espoir de retrouver son ami il y a 2 jours, quand la police canadienne a annoncé avoir identifié son cadavre. Il était porté disparu depuis le mois d'avril 2017. Souvent la nuit, je me réveille en essayant d'imaginer comment il est mort. Selim était devenu un membre de ma famille et cela me plaisait beaucoup. Le meurtrier présumé de Selim s'appelle Bruce McArthur, un jardinier paysagiste de 66 ans, père de famille. Un homme a priori sans histoire, aujourd'hui soupçonné d'être un tueur en série. Il aurait assassiné au moins 8 personnes ces 8 dernières années, des homosexuels qui fréquentaient le quartier gay de Toronto. C'est à l'été 2017 que les enquêteurs de la police criminelle se mettent sur sa trace. Le 26 juin, Andrew Kinsman, 49 ans, disparaît. Il est vu pour la dernière fois dans son quartier, situé en plein cœur de Toronto. Il a dit à son voisin qu'il avait rendez-vous avec un ami pour un café. Andrew est engagé dans le mouvement LGBT et fréquente régulièrement le quartier gay de Toronto, appelé le Village. On commence par le parc? Bien sûr. À l'époque, la sœur d'Andrew et ses amis sillonnent les rues du quartier à la recherche d'indices. Sa disparition brutale intrigue les enquêteurs, car elle suit celle de Selim Essen, disparu 2 mois avant. Comme Andrew, l'homme fréquentait le quartier gay. Les policiers décident d'ouvrir une enquête. C'est le détective sergent Ankin Singha qui dirige la cellule d'investigation. Avec son équipe, il interroge l'entourage des victimes et épluche les moindres détails de leur vie. Nous avons mené plusieurs perquisitions, effectué des relevés scientifiques sur différents objets et à différents endroits. On a analysé les ordinateurs, les téléphones, on a effectué des écoutes, on a cherché partout. Partout. Après plusieurs semaines de recherche, les enquêteurs s'intéressent notamment à un homme, Bruce McArthur.
Il garde le secret sur l'indice déterminant qui les a placés sur sa piste. Mais le suspect connaîtrait les 2 victimes et aurait déjà eu affaire à la police pour des agressions. 1 an plus tôt, un homme a notamment porté plainte contre Bruce, qui aurait tenté de l'étrangler à l'arrière de son van. Les enquêteurs décident de le placer sous surveillance. Ils s'aperçoivent que le jardinier vient de se débarrasser de son véhicule. Ils ratissent alors toutes les casses automobiles de la région. C'est finalement ici, à 65 km de Toronto, que leur périple s'achève. Dominique Vétéré, le gérant de la casse, se souvient parfaitement de la visite de 4 détectives qui lui présentent un numéro de plaque d'immatriculation. Ils ne nous ont donné aucun détail et on n'a pas demandé. Ils ont simplement dit que c'était une grosse affaire pour eux. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Quand je leur ai dit qu'on avait le van, on pouvait lire dans leurs yeux qu'ils étaient hyper contents. Les enquêteurs embarquent immédiatement le van, un Dodge Caravan semblable à celui-ci. Quelques semaines plus tard, ils reviennent pour prélever l'ADN des employés de Dominique. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé des traces de sang dans le van et qu'il fallait disculper ceux qui avaient manipulé le véhicule. Les policiers ont-ils retrouvé des traces ADN d'Andrew et de Selim dans le van? En tout cas, ils renforcent la surveillance du suspect. Le 18 janvier dernier, alors qu'il planque en bas de chez Bruce McArthur, les enquêteurs auraient vu un homme pénétrer dans son appartement. Ils interviennent. Lorsqu'ils s'introduisent chez lui, au 19e étage, ils découvrent l'homme bâillonné et attaché à un lit. L'appartement est perquisitionné. Le jardinier est placé en garde à vue. Les enquêteurs refusent de dire s'il avoue les meurtres. Mais ils décident de fouiller les propriétés où Bruce McArthur travaille en tant que jardinier. Pendant 3 semaines, ils inspectent une vingtaine de lieux dans différentes communes, jusqu'à faire une macabre découverte dans cette maison, située dans un quartier résidentiel de Toronto. Les chiens policiers indiquent ces grands pots de fleurs. Et pour cause, ils renferment des restes de corps humains qui ont été démembrés. Le propriétaire de la maison, qui connaissait le jardinier depuis 10 ans, est sous le choc. Comment vous sentez-vous? On vit au jour le jour. On fait ce qu'on peut. Vous appréhendez de rentrer chez vous? Ça vous inquiète? Je n'ai rien ajouté, merci. Le détective Nsinga, qui dirige l'enquête, annonce publiquement le résultat des recherches. Je peux désormais vous confirmer que ces 10 derniers jours, nous avons trouvé des restes de corps qui appartiennent à au moins 6 personnes. Parmi les victimes identifiées, Selim Essen, mais aussi Andrew Kinsman, ou encore Soroush Mahmoudi, 45 ans, disparu en 2015, et Skandaraj Navaratnam, 40 ans, disparu en 2010. Ce dernier est connu des enquêteurs pour avoir fait partie d'une autre série de disparitions, celle de ces 3 hommes qui se sont volatilisés en quelques mois entre 2010 et 2012. Ils fréquentaient tous les 3 le quartier gay de Toronto et avaient leurs habitudes dans ce bar. Les policiers ouvrent à l'époque une enquête qu'ils appellent le projet Houston. Ces hommes se sont volatilisés sans laisser aucune trace. Nous avons regardé partout. Nous avons entendu des dizaines et des dizaines de témoins. Nous avons mené des battues, avons lancé des avis de recherche dans le village, mais aussi en dehors. Nous n'avions aucune piste. Et c'est devenu en quelque sorte une affaire classée. Ce qui leur échappe à l'époque, c'est que les 3 hommes ont un point commun. Ils connaissent Bruce McArthur, qui lui aussi est un habitué du bar. C'est donc 8 ans après la première disparition
que Bruce est mis en examen pour le meurtre de 8 personnes. Qui est cet homme, décrit par son entourage comme quelqu'un de jovial et de bon vivant? Comment aurait-il pu basculer dans une folie meurtrière? Matt McKinnon est un de ses anciens collègues. Il a travaillé avec le jardinier à la conception de parterres fleuris. Selon lui, Bruce a bâti son succès grâce à ses compositions florales XXL dans des pots de fleurs similaires à ceux qui renfermaient les corps. Donc ça, c'est un pot de fleurs de Bruce McArthur. Ils étaient dans tous les jardins des propriétés où il a travaillé. Il y en avait à l'avant, à l'arrière des maisons. Ce sont des pots de fleurs très élégants, très chers. Je crois qu'ils coûtaient 300 $, juste un pot de fleurs. C'est dingue. Je me suis assis à côté de ces pots de fleurs avec les clients et on les a admirés. Donc de savoir ce qui s'est passé, c'est choquant, c'est sûr. Matt décrit un entrepreneur sérieux et adulé par sa clientèle. Si ses clients l'adoraient, c'est parce que Bruce sympathisait avec eux. Il y a deux sortes d'entrepreneurs. Celui qui vient, fait son travail et le fait bien. Et puis il y a Bruce qui se faisait beaucoup d'argent grâce aux liens qu'il tissait avec ses clients. Sa passion pour la nature, Bruce McArthur la tient de son enfance. Il a grandi au beau milieu des champs, à Woodville, une commune de 600 habitants où vivaient essentiellement des agriculteurs. Il habitait cette ferme avec sa sœur et ses parents. Voisin et ami de la famille McArthur, Robert allait à l'école avec Bruce. Je vais vous montrer une photo de notre école publique. Il n'y avait qu'une classe pour différents niveaux. Là, c'est Bruce. Et là, je pense que c'est moi. Comment vont les vaches? Elles ont mangé. Lorsqu'il apprend que son copain d'enfance serait devenu un meurtrier, Robert tombe de sa chaise. J'arrive pas à y croire. Un gars avec qui j'ai grandi faire des choses aussi atroces. C'était juste un enfant normal. Il n'a pas souffert. Il n'était pas brillant, mais dans mes souvenirs, c'était pas non plus le dernier de la classe. Il n'était pas capricieux, enfin pas plus qu'un autre enfant. Il évitait les bagarres. Bruce McArthur a une première vie. Il se marie, a 2 enfants et se lance dans la vente à domicile de chaussettes. La famille emménage dans cette maison et puis à la fin des années 90, Bruce fait son coming out. Il quitte femme et enfants, s'installe à Toronto, à quelques kilomètres du Village. Bruce McArthur se crée plusieurs profils sur des sites de rencontres à caractère sexuel. Sur ses messages de présentation, il se montre exigeant. Je recherche des hommes avec un côté pervers. Ce qui m'intéresse, les hommes qui savent repousser leurs limites. Il fréquente notamment des bars. Mais pour Jocelyn, qui a été son amant et qui est resté son ami, ça n'en fait pas une brute. Moi, ça a été très doux, ça a été rien de violent, aucun signe de master à slave. Il n'a jamais montré aucune impatience, un petit coin de violence. Ça a toujours été bien calme. J'ai même embarqué dans la même vanne que ce qui a supposément arrivé, les choses. Bruce McArthur avait-il un double visage? Un autre de ses proches a vécu une expérience moins romantique avec le jardinier. Il a accepté de répondre à nos questions par visioconférence. Quelques mois avant l'arrestation de Bruce, Peter l'aurait retrouvé dans un restaurant. Selon lui, ils échangent un baiser. Tout se passe bien, jusqu'au moment où il le raccompagne à son van. Il s'est assis sur le siège arrière tout au fond du van et il m'a attiré. Je me suis dit « Ok, on va s'embrasser un petit peu plus ». Et ensuite, il a maintenu ma tête pour que je lui fasse une fellation. Son t-shirt était remonté et son pantalon était baissé. J'ai reculé. Et avec une seule main, il a attrapé mon cou
et il l'a violemment retournée. J'ai senti une telle pression que j'ai cru qu'il allait me briser le cou en deux. Ça m'a vraiment perturbé. Peter se défend et parvient à se libérer de la main du jardinier. Les jeux sexuels de Bruce McArthur auraient-ils mal tourné ou a-t-il tué volontairement? L'enquête devra le déterminer. Son avocat a toujours refusé de répondre aux questions des journalistes. Ces dernières semaines, les policiers ont rouvert une centaine de dossiers de disparition non élucidés. Début mars, un 8e cadavre a été retrouvé à proximité des 7 autres découverts dans les pots de fleurs. Il s'agit d'un Sri Lankais, sans famille au Canada, dont la disparition n'avait jamais été signalée. Dans le système pénal canadien, Bruce McArthur risque 200 ans de prison. La tristesse est encore immense. La douleur, toujours insupportable. Comme tous les soirs, Nathan pleure son frère Charlie David. Les policiers ont retrouvé son corps début novembre, à quelques kilomètres de là, enterré dans un champ. Charlie David, un ouvrier de 32 ans, était mort depuis 2 mois, abattu de plusieurs balles. Il était toujours souriant. Comme sur ses photos, il riait tout le temps, même quand il était de mauvaise humeur, il te redonnait le sourire. Aujourd'hui, il manque une partie de moi. Ce sont des moments très durs. On sait que ce sourire ne sera plus jamais là. Charlie David aurait été tué par cet homme, Todd Kohlhepp, un agent immobilier de 45 ans. Un homme a priori insoupçonnable, qui serait en réalité l'un des pires tueurs de l'histoire des États-Unis. L'auteur d'une série meurtrière commencée il y a 13 ans. Les détectives Hazel et Whitfield de la police d'Anderson travaillent à la cellule de recherche des personnes disparues. Le 31 août dernier, ils commencent à enquêter sur la disparition de Charlie David et de sa petite copine, Kayla. La famille et les amis n'avaient plus aucun contact. C'était très inquiétant. Charlie David n'était pas non plus retourné au travail et ses collègues s'inquiétaient. Tous ces éléments nous permettaient de dire que la situation n'était pas normale. On avait plusieurs indices, mais on ne les a récoltés que petit à petit. L'enquête a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on espérait. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Des avis de recherche sont placardés dans toute la région. Les policiers analysent aussi les relevés téléphoniques du couple. Après 2 mois d'investigation, une série de textos va les mettre sur une piste. Le jour de sa disparition, le couple avait rendez-vous avec Todd Kohlhepp. Il avait proposé à Charlie David et Kayla de les embaucher pour des petits travaux sur sa propriété. Un terrain de 36 hectares sans habitation, à quelques kilomètres de chez eux. Le 3 novembre, les policiers d'Anderson y mènent une perquisition. Ils découvrent un container à 300 mètres de la clôture caché dans les arbres. Et dans le container, l'horreur. On a entendu quelqu'un taper à l'intérieur du conteneur. Nous, on était à l'extérieur. Au début, on s'est dit que ça devait être un chat qui tapait. Et quand on a ouvert, on a vu que c'était Kayla. Kayla Brown, 30 ans, est attachée par une chaîne qu'on lui a mise autour du cou. Elle est extrêmement affaiblie. Elle est dans ce conteneur depuis 2 mois. Elle a été... Son petit ami Charlie David, le frère de Nathan, a été tué devant ses yeux. Mais il y a encore pire. Kohlhepp aurait confié à Kayla avoir tué 2 autres personnes 1 an auparavant.
Les corps seraient enterrés sur sa propriété. Immédiatement, il est arrêté chez lui. Une maison cossue dans un quartier bourgeois. L'agent immobilier est placé en garde à vue. Les policiers l'emmènent sur sa propriété. Todd Kohlhepp reconnaît les meurtres et indique aux enquêteurs l'emplacement des tombes. Elles sont situées juste à côté du container où Kayla a été séquestrée. Les policiers vont déterrer 3 corps. Celui de Charlie David Carver, tué 2 mois plus tôt, et ceux de Megan et Johnny Coxey, un jeune couple de la région abattu par Todd Kohlhepp en décembre 2015. Ils étaient portés disparus depuis 1 an. En continuant d'enquêter sur Todd Kohlhepp, les policiers vont aller de surprise en surprise. Todd Kohlhepp a passé son enfance en Caroline du Sud, à quelques kilomètres de là. Ses parents ont divorcé quand il avait 2 ans. Il est élevé par sa mère, Regina, employée de bureau. À l'adolescence, il rejoint son père en Arizona. À 15 ans, le 25 novembre 1986, il entraîne de force une de ses camarades de classe chez lui en la menaçant avec un revolver. Il la séquestre pendant 24 heures et la... Elle a 14 ans. À son procès, il plaide coupable. Le psychologue en charge de son évaluation en donne alors cette description. Depuis l'âge de 9 ans, cet enfant a un caractère impulsif, violent, des pulsions sexuelles préoccupantes. Il n'a pas changé. Il a une personnalité égocentrique et antisociale qui l'amènera probablement à continuer d'être agressif envers les autres dans le futur. Dans une interview accordée à une télévision américaine en novembre, sa propre mère se souvient qu'à l'époque, elle avait elle aussi peur de lui. Un jour, il est allé prendre un marteau dans ses affaires et il l'a brandi face à moi. Il a menacé de vous tuer? Oui. Il était déjà grand et costaud. Je ne faisais pas le poids. Et donc le soir, j'attendais qu'il s'endorme. Je fermais sa porte à clé et moi je m'enfermais aussi dans ma chambre. En janvier 1987, pour le sa camarade de classe, Todd Kohlhepp écope d'une peine de 14 ans de prison au pénitencier de Maricopa. Il en ressort en 2001, il a 30 ans, et rejoint sa mère en Caroline du Sud. Regina pense alors que ces années de prison ont remis son fils dans le droit chemin. C'était devenu un adulte. Et je pensais qu'il allait se tenir à carreau. La colère qu'il avait en lui avait disparu. Todd Kohlhepp s'achète a priori une conduite. Il reprend ses études, obtient un diplôme d'agent immobilier et monte une entreprise. Son business fonctionne bien. Il habite cette grande maison d'une valeur de 300 000 $ et collectionne les voitures de sport. Il ne s'est jamais marié, n'a pas d'enfant. On ne lui connaît pas non plus de petit ami. Il y a 3 ans, il achète cet immense terrain pour y faire construire, dit-il, une autre maison. À l'époque, il n'y a pas de clôture. Todd Kohlhepp va en installer une tout autour des 36 hectares. Et pour lui donner un coup de main, il fait appel à son voisin. Scott vit de petits boulots. Quand Todd Kohlhepp, à première vue très sympathique, lui propose de l'embaucher, il accepte volontiers. Il était sympa et il payait bien. Je veux dire, moi, en tout cas, il m'a toujours bien payé. Je vous le dis, il ressemblait pas du tout à un tueur en série. C'était un gars, tout ce qu'il y a de plus normal. Pendant 1 an, Scott travaille régulièrement sur la propriété, à côté des tombes de Megan et Johnny Coxey, le couple tué en 2015.
Si ça se trouve, j'étais debout sur leur tombe sans même le savoir. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça, vraiment, ça me rend fou. Le fait de savoir aujourd'hui que j'étais au-dessus d'un être humain, ça me fait mal, vraiment. Mais bon, je pouvais pas le savoir. Todd Kohlhepp est sûr de ne pas être démasqué. Il s'en amuse même sur les réseaux sociaux. Le 6 septembre, alors qu'il retient Kayla Braun prisonnière depuis une semaine, une amie lui annonce sur Facebook qu'elle est recherchée. Salut! Apparemment, cette fille est portée disparue. Ah, c'est dingue! J'ai regardé les infos, son copain est lui aussi porté disparu. Je parie qu'ils sont partis en week-end, à la montagne ou à la mer. Je ne sais pas, c'est bizarre. Au même moment, Todd Kohlhepp fait des achats sur un site de vente en ligne et donne son avis sur cette petite pelle pliante qu'il vient d'acquérir. À garder dans la voiture quand vous avez besoin de cacher un corps. Comme ça, vous pouvez laisser le grand modèle à la maison. Au tribunal de Spartanburg, le 5 novembre dernier, Todd Kohlhepp est mis en examen pour séquestration, torture et meurtre. Est-ce que vous avez des questions concernant vos droits? Non, monsieur. Je vous refuse la liberté sous caution. Après cette audition, Kohlhepp va demander à parler avec les policiers et leur faire une nouvelle révélation incroyable. Il serait aussi l'auteur d'un quadruple meurtre, vieux de 13 ans. Le 6 novembre 2003, un homme entre dans ce magasin de moto armé d'un fusil. En 3 minutes, il tue Chris Sherbert, Brian Lucas, Scott Ponder et Beverly Guy, les gérants et les employés du magasin. Le tireur prend la fuite. Il ne sera jamais retrouvé. Chuck Wright est le shérif du comté. En 13 ans, il n'était pas parvenu à coincer le tueur. Quand Todd Kohlhepp lui révèle que c'est lui, il est abasourdi. Ça a été un choc, une surprise totale. Todd Kohlhepp a donné des éléments que seul le tireur pouvait connaître. Et c'était aussi un soulagement. Toutes les choses terribles qui venaient de se passer avaient au moins permis que cette affaire soit résolue. Dans cette maison, l'émotion a été encore plus forte. Lorraine et Tom Lucas étaient les parents de Brian, l'un des employés. Chaque année, au mois de novembre, ils convient les familles des 3 autres victimes du magasin de moto et se recueillent avec elles. Ce soir, ils célèbrent l'arrestation du tueur. Melissa a perdu son mari, Scott, alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Terry a lui perdu sa mère et son frère. Tom et Lorraine ont gardé tous les articles de presse et les photos de l'époque. Leur fils Brian a été le premier à être abattu à l'entrée du magasin. Ma fille Katie m'a appelé, j'étais à une réunion avec mes collègues. Elle me dit « Papa, c'est Cathy. Je ne te fais pas une blague, il y a eu une fusillade au magasin et je crois que Brian est mort. » Vous vous dites, ça ne peut pas être réel. Qui peut être capable de tuer 4 personnes? Aujourd'hui, avec ce gâteau, les familles célèbrent la fin de 13 ans d'attente et de doute. La vendeuse m'a dit « Qu'est-ce que vous célébrez ?» Je lui ai dit « On a trouvé le tueur de mon fils. » Elle m'a dit que c'était la chose la plus belle qu'elle avait entendue de la journée. Todd Kohlhepp a expliqué aux policiers avoir tué les vendeurs parce qu'ils s'étaient moqués de lui 6 mois plus tôt, alors qu'il essayait une moto.
Depuis le début, les policiers nous disaient que ça devait être un client mécontent. Et moi, je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse être mécontent au point de tuer 4 personnes, comme ça. Aujourd'hui, je comprends. Parce que cet homme n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'on appelle une personne normale. Eux savent pourquoi Kohlhepp aurait tué leurs proches. Mais ce n'est pas le cas de toutes les familles de victimes. Pour Megan et Johnny, le suspect n'a pas donné de raison. On sait juste qu'il connaissait la jeune fille. Il l'embauchait pour nettoyer les maisons qu'il vendait. Pour le meurtre de Charlie David Carver, il n'a rien dit aux policiers. Mais il s'est confié à sa mère, qui a pu lui rendre visite en prison. Ce qu'il m'a dit, c'est que Charlie avait été arrogant. Et ça ne lui a pas plu. Il devait travailler sous les ordres de Todd et il se la jouait avec lui. Et pour Kayla? Non. Elle n'avait rien fait. C'est pour ça qu'il ne savait pas quoi faire d'elle. Parce qu'elle n'avait rien fait. Après sa libération, Kayla a passé 3 jours à l'hôpital. Elle en est sortie traumatisée, mais en bonne santé. La jeune femme a pour la première fois raconté son calvaire il y a quelques semaines. Dans un entretien télévisé, elle a décrit les tortures que lui faisait subir Todd Kohlhepp, dont plusieurs jours. Aujourd'hui, les policiers cherchent à savoir si l'homme a pu faire d'autres victimes. Pour les 7 meurtres qu'il a avoués, il risque la peine de mort par injection létale. Luc est le demi-frère de Cécile Bloch, la première victime connue d'un tueur en série surnommé le Grêlé. Elle avait 11 ans quand elle a été assassinée en 1986. La semaine dernière, Luc a récupéré les affaires de sa sœur, saisie par la police sur la scène de crime. Dans cette boîte, la paire de baskets de Cécile, sa montre et ses lunettes que lui a restituées la juge. Elle m'a donné cette boîte en me disant qu'elle n'avait plus d'utilité. Que l'affaire s'arrêtait là. Donc que ce qu'aurait espéré Cécile, c'est qu'on punisse cet individu-là, qu'on le punisse. Le meurtrier de Cécile ne sera jamais jugé. Il s'est suicidé le 29 septembre dernier. Le Grêlé, tueur en série, auteur d'au moins 3 meurtres et 4 viols entre 1986 et 1994, venait d'être identifié. Monsieur Vérov est ici. François Vérov, 59 ans, un ex-gendarme devenu policier. Il était très serviable, très disponible. Un tueur en série qui a mené pendant 35 ans une vie en apparence paisible. On se dit rétrospectivement, mais tu as serré la main d'une personne qui a tué, qui a séquestré. Le Grêlé, ou l'histoire d'un homme au double visage. « 5 mai 1986, au matin. Les enquêteurs du célèbre 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle de Paris, sont appelés pour un meurtre dans le nord de la capitale, au 116 rue Alfred Petit. L'inspecteur Jean-Louis Huesca est un des premiers sur place. Il est particulièrement marqué par la scène de crime. Alors déjà, moi, ça m'interpelle parce que rue Petit, j'y vis. Bon, c'est une rue assez longue, mais d'après le numéro qui est communiqué, c'est dans la résidence où je demeure avec ma compagne et puis mon fils. Donc, le groupe entier s'y rend et là, on découvre donc dans un local où on met les encombrants, au 2e sous-sol.
sur une moquette assez pourrie dans un local qui est très peu éclairé, très sombre, le corps d'une fillette. Le bas du corps est dénudé. Il y a manifestement des traces de strangulation au niveau du cou. Et par la suite, on déterminera qu'elle a été aussi poignardée. Cécile Bloch, 11 ans, a été violée puis étranglée. Le matin même, à 8h40, elle a pris l'ascenseur pour se rendre à l'école seule. Son agresseur lui a tendu un piège pour l'attirer au 3e sous-sol, dans un local désaffecté. Luc, le demi-frère de Cécile, est alors âgé de 24 ans. Il se souvient avoir croisé un homme le matin même, dans l'ascenseur. Je l'ai regardé parce que c'est une personne que je ne connaissais pas. Il était parfaitement décontracté, donc un peu appuyé sur la barre de l'ascenseur. Il avait une chevelure un petit peu mal soignée, une mèche sur le côté droit et une peau irrégulière. Il vous a parlé? Il m'a parlé au moment où j'ai quitté l'ascenseur et où il m'a dit au revoir. Il m'a souhaité très bonne journée. Ce qui est assez terrible quand on sait ce qu'il se préparait à faire. Grâce au témoignage de Luc, les enquêteurs établissent le portrait robot du suspect. Un homme jeune, d'apparence marginale, le visage grêlé par l'acné. Il n'en serait pas à son coup d'essai. Les policiers de la brigade criminelle s'aperçoivent qu'un mois auparavant, Sarah, une fillette de 8 ans, a été victime d'un viol similaire dans le sud de Paris. Elle aussi a été piégée dans un ascenseur, traînée dans un sous-sol, ligotée. Elle a survécu par miracle. L'ombre d'un prédateur. Les enquêteurs vont en avoir la confirmation 1 an et demi plus tard, toujours à Paris. Marianne, 14 ans, rentre chez elle. Elle est suivie par un homme qui lui présente une carte de police. Il s'introduit dans son appartement et sous la menace de son arme, la ligote et la viole. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit du grêlé. Le mode opératoire est identique à celui des 2 autres affaires. Mais malgré la présence de sperme, de sang ou encore d'un mégot de cigarette sur les scènes de crime, impossible de le confondre. Les policiers sont dans l'impasse. Des traces, il en laisse très peu. Très peu. Au niveau empreinte, rien. Au niveau, alors qu'il ne se protège pas à notre connaissance, il ne prend pas de gants, etc. Voilà. La vidéosurveillance n'existait quasiment pas. L'ADN, j'en parle même pas. On est en 87, toujours rien. 88, toujours rien. Et puis les années passent. Le grêlé, c'est comme évaporé. Jusqu'en avril 1994, où son surnom refait surface, en Seine-et-Marne cette fois-ci. Une fillette de 11 ans fait du vélo sur cette route de campagne, quand elle est abordée par un homme qui lui aussi se dit policier. Romain Boulet est l'avocat de celle que nous appellerons Marie. Un individu va l'embarquer dans son véhicule en lui présentant une carte de police. Il va la menotter et ils vont partir pour une sinistre promenade de sans doute plusieurs heures, puisqu'ils vont se déplacer de plus de 100 km. Et il va la conduire dans le sud de Paris, dans un bâtiment abandonné, une espèce de ferme abandonnée, où il va la ligoter et il va lui faire subir un viol à plusieurs reprises, avant de l'abandonner. Alors, on dit l'abandonner, c'est une petite fille de 11 ans, donc elle raconte les faits avec son regard de l'époque. On ne sait pas s'il l'abandonne ou si elle, à un moment, profite d'un moment d'inattention de sa part pour réussir à prendre la fuite. Mais il se trouve qu'elle va se détacher, il n'est pas dans le coin et elle va réussir à demander de l'aide. Quand on lui présente le portrait robot du grêlé, Marie reconnaît son agresseur. 2 ans plus tard, en 1996, l'exploitation de l'ADN permet de relier avec certitude le de Marie au meurtre de Cécile et au de Sarah et de Marianne. Les 4 fillettes ont été victimes du même homme, le grêlé.
En 2001, coup de théâtre, l'ADN parle à nouveau. Le grêlé est aussi l'auteur d'un double homicide sadique qui a eu lieu dans le Marais en avril 1987. Une affaire d'une extrême sauvagerie qui n'a rien à voir avec des crimes pédophile. Une jeune fille au père allemande de 20 ans et son employeur de 38 ans sont retrouvés morts dans le 3 pièces familial. C'est l'inspecteur Alain Vasquez qui est en charge de l'enquête. Il se souvient de cette scène de crime, la plus marquante de toute sa carrière. La jeune fille au père est attachée comme crucifiée au montant supérieur d'un lit superposé. Voilà. Donc elle a les bras, les mains attachées en croix et elle est ligotée également au niveau du cou. Elle présente des blessures légères, superficielles, mais avec quand même quelques traces de giclures de sang qui sont consécutives à des coups de couteau qui lui ont été portés au niveau de la gorge et sur le corps. Pour le père de famille, donc il est sur le ventre, il est dans son lit. En position ventrale, avec les mains et les jambes reliées dans le dos par des liens. Le tout est relié à la gorge et resserré à l'aide d'un tisonnier qui sert de garrot et qui resserre les liens jusqu'à provoquer l'étranglement. Alain Vasquez garde en mémoire son désarroi quand il découvre que ce double homicide est attribué au grêlé. Quand l'ADN match, là, c'est une première sidération quoi, dans l'histoire, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce lascar, qu'est-ce que c'est que ce type qui s'en prend à deux adultes de cette manière-là et qui assassine en même temps des enfants. Bon, il y a quelque chose de pas très cohérent, mais bon, on est bien obligé de faire avec. On se dit, bon, là, ça va donner, il va y avoir des recoupements, on va en sortir quelque chose, quoi. Et on n'en sort rien. On a imaginé toutes les hypothèses, on a envoyé l'ADN partout, on a fait des comparaisons en prison, en hôpital psychiatrique. À un moment donné, dans les discussions qu'il avait avec les petites filles qu'il avait, il avait dit qu'il avait encadré des camps de jeunes. Alors c'est pareil, on a sorti tous les gens qui avaient encadré des camps de jeunes, on a fait des campagnes massives d'ADN, etc., etc. Et tout ça en vain. Et donc l'inquiétude, c'était que ce type soit mort, mort naturelle, d'accident, n'importe quoi, enterré, qu'il est arrêté à cause de ça et que finalement, on ne le retrouve jamais. Pourtant, depuis le début de l'affaire, plusieurs éléments auraient dû mettre les enquêteurs sur la piste d'un gendarme ou d'un policier. Le premier, celui de Sarah, a eu lieu à 2 pas d'une caserne de la garde républicaine. Marianne, sa 3e victime, a évoqué une carte professionnelle tricolore des forces de l'ordre. Quant à Marie, enlevée sur cette route de Seine-et-Marne, elle raconte que son agresseur lui a déclaré être policier. Pour Didier Seban, l'avocat de Marie, l'homme n'a pas choisi sa scène de crime par hasard. Il avait l'air de connaître le lieu. C'était une ferme isolée, abandonnée, et qui avait aussi cette spécificité d'être proche d'un camp d'entraînement de la gendarmerie. Et donc, évidemment, le fait qu'ils connaissent parfaitement ce lieu, ça posait des questions. C'est un des éléments de l'enquête qui a amené à encore renforcer la pression sur les gendarmes qui pouvaient avoir cet âge-là et avoir à ce moment-là commis cet acte. Cette piste, Luc, le demi-frère de Cécile, y croit depuis le début. Vu la stature, le comportement, moi j'avais toujours pensé qu'il pouvait s'agir d'un policier, d'un militaire ou de quelqu'un de la sécurité. À partir de là, on a évidemment soumis à la police. Cela a été assez mal pris au départ, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas. On sentait qu'ils étaient vraiment dans le déni. Et ça, sur plusieurs années. Donc il a fallu beaucoup de temps avant vraiment pour eux de réaliser, d'accepter qu'il pouvait s'agir d'un policier ou d'un militaire ou d'un gendarme. Et ça aussi, ça compte dans le temps cumulé de l'affaire. En 2014, une nouvelle juge est nommée, la 9e. La tenace Nathalie Turquet veut résoudre l'affaire. Elle acquiert une conviction. Le suspect est un gendarme. Elle décide de faire passer un test ADN aux 750 militaires qui travaillaient à cette époque
en région parisienne. Parmi eux, un certain François Vérove, un retraité de 59 ans. Il vit dans la station balnéaire de la Grande Motte, dans cette maison. Le 24 septembre dernier, il est convoqué au commissariat de Montpellier pour un prélèvement ADN. Mais il ne s'y rend pas. 5 jours plus tard, l'homme se donne la dans ce logement de vacances qu'il a loué pour quelques jours. Une boîte de tramadol, un puissant opiacé, est retrouvée à ses côtés, ainsi qu'une lettre adressée à sa femme, dans laquelle il confesse être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables. Il explique avoir été sujet à des pulsions et affirme n'avoir plus rien fait depuis 1997, car il s'était pris en main. L'ADN du grêlé est comparé à celui de François Vérove. Et ça match. Le grêlé a enfin un nom et un visage. Comment cet homme a-t-il réussi à se fondre dans le quotidien d'une vie tranquille pendant 35 ans, alors qu'il était l'un des criminels les plus recherchés de France? François Vérove grandit à Marc-en-Barreuil, dans la banlieue de Lille. Il vit dans ce quartier résidentiel avec son père, sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs. Une enfance apparemment sans histoire. À 18 ans, il s'installe à Paris et s'engage dans la gendarmerie, où il intègre l'escadron des motards de la garde républicaine. En 1985, François Vérove rencontre sa femme. L'année d'après, il commence sa série de meurtres avec Sarah, puis Cécile, puis les suppliciés du Marais. En 1988, il devient père d'une petite fille puis d'un garçon 3 ans plus tard. Pendant ces années, aucun crime ne lui est imputé. En 1992, il quitte la gendarmerie pour entrer dans la police. Voici des vidéos exclusives de François Vérove à l'époque. T'as vu la merde, on a un collègue, bon, vous connaissez à pied, vous le voulez. Dès que le collègue dit je rentre dans les zones, vous sortez. Il a 30 ans, ne porte plus de traces d'acné sur le visage et veut intégrer l'unité des motards de la police. Pendant 3 mois, aux côtés de 23 autres jeunes policiers, il s'entraîne chaque jour. Franck Jourde, aujourd'hui à la retraite, a été son binôme pendant ce stage. Moi, je suis ici de dos. Ici, juste en face de moi, c'est mon équipier François Vérove. On était en train de faire un petit peu d'explication avec les moniteurs pour le déroulement de l'épreuve de fin de stage, de l'examen de trial. Et on voit François encore ici, il est en train de reconnaître le parcours. Là. Monsieur Jo, Vérove. François Vérove, au centre, finira 12e de la promotion. Un classement médiocre pour cet homme, doté d'une grande confiance en lui. Il voulait montrer que l'ancien gendarme savait piloter une moto, peut-être un peu plus que nous. Et il avait cette attitude un petit peu supérieure, hautaine, un petit peu moralisateur, paternaliste, de vouloir quelquefois nous expliquer un peu plus que ce que n'auraient fait les moniteurs, par exemple. François Vérove intègre le commissariat de Nanterre où il côtoie Denis Jacob. Ils sont tous les deux responsables d'un syndicat de policiers. Nous sommes en 1995, quelques mois seulement après le viol de la petite Marie, le dernier crime connu du grêlé. Denis Jacob se souvient qu'à cette époque, François Vérove traverse une période difficile. Il est en dépression, sous traitement. Il avait comme des périodes de crise, c'est-à-dire qu'il arrivait parfois au bureau où il était complètement livide, blanc, tremblant. Quand il parlait avec un peu d'écume au bord des lèvres, alors ça n'en fait pas un enragé, hein, mais quand c'est cumulé avec un visage pâle, pas bien, tremblant, bon, vous voyez que ce garçon est pas bien, quoi, qu'il est vraiment en souffrance. Donc nous, on a essayé de l'accompagner du mieux que l'on pouvait. Mais François Vérove, peu disert, ne se confie pas sur son mal-être.
et refuse l'aide de ses collègues. Mais en tous les cas, moi, quand j'ai appris que c'était lui le tueur en série Le Grêlé, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ce sont ces problèmes psychologiques qui l'ont conduit à commettre ces atrocités, ou est-ce que ce sont ces atrocités qui l'ont mis dans cet état-là, au point peut-être, parce que ça je ne le sais pas, peut-être que l'enquête le dira, mais au point peut-être de consulter, de se faire soigner, et qu'après il n'y ait plus rien eu. Je ne sais pas. François Vérove quitte la région parisienne en 1999 pour s'installer dans le sud de la France. Bien noté par sa hiérarchie, il est promu brigadier-chef et intègre l'unité moto du commissariat de Montpellier. Là encore, impossible d'imaginer qu'il a été un tueur en série. Paul et Jean-Claude, ses anciens supérieurs hiérarchiques, ont accepté de s'exprimer à visage caché. À l'époque, j'avais besoin de grader, donc j'étais très content de sa venue et de sa mutation. Et pour moi, il était quasiment parfait. Il faisait bien son travail, sans elle. Dans ses actions, c'était pas quelqu'un de virulent ni rien, quoi. Donc, il n'y avait aucune personne avec qui il était en conflit. Et on n'a jamais eu de plainte de quelque contrevenant que ce soit, parce que certains fonctionnaires, des fois malheureusement, c'est rare, mais ça arrive, qu'il y en ait certains, comme ils sont investis d'un certain pouvoir, qui en abusent un peu. Mais là, il ne faisait pas du tout partie de cette catégorie. C'était un bon flic. Un bon policier, très apprécié de ses collègues. Parce qu'il avait un sourire avec des dents un petit peu plus grandes peut-être que la moyenne, et il le surnommait Fernandel, qui est plutôt un surnom sympathique, quoi. Donc ça montre bien que un peu partout dans le commissariat, il était bien vu, quoi. Les autres étaient comme nous, ils n'ont jamais pensé que c'était un monstre, quoi. En 2008, François Vérove s'installe dans l'arrière-pays de Montpellier, dans le village de Prades-le-Lez. Il y fait construire cette maison d'architecte où il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'engage dans la vie politique locale avec Jean-Luc Poblador, qui devient son ami. Ils rejoignent tous les 2 la liste du maire sortant. On a ici, en fait, l'ensemble des candidats de la liste. Monsieur Vérove est ici. Monsieur le maire et moi-même un peu caché. À ce moment-là, c'était François Vérove, pour moi. C'était pas Le Grêlé, je le savais pas. Donc, il était vraiment très serviable, très disponible. Il voulait nous rendre service, vraiment. François Vérove fait valoir son job de policier et devient le monsieur sécurité de la liste. En 2014, le maire est réélu. François Vérove devient conseiller municipal. Donc son rôle, c'était de faire tous les supports de communication, aussi bien écrits que réseaux sociaux et puis sites web, etc. Il était investi? Il était investi, totalement. Il voulait bien faire. Voilà, sans pour autant rechercher quelque chose. Monsieur Vérove est présent. Présent. Comme on le voit sur cette vidéo, il participe activement aux différents conseils municipaux. Suite à un accident de moto, il prend une retraite anticipée et s'installe en bord de mer, à la Grande Motte. Dans cette maison, il reçoit ses enfants et ses petits-enfants, un grand-père modèle selon le voisinage, jusqu'au 29 septembre dernier, où la vérité sur la double facette du parfait citoyen éclate en plein jour. Le demi-frère de la petite Cécile vit le du Grêlé comme un ultime pied de nez. Je regrette profondément qu'il n'ait pas fini ses jours en prison et qu'il n'ait pas été puni pour ce qu'il a fait sur tant de victimes. C'est le pire dénouement de l'affaire que Cécile aurait souhaité. C'est comme un deuxième outrage qu'on lui aurait fait, en ne lui rendant pas justice. Dans la lettre qu'il a laissée, François Vérove affirme n'avoir plus rien fait depuis 1997. Or, son dernier crime connu, le viol de Marie, remonte à 1994. Aurait-il commis d'autres crimes pendant ces 3 ans?
Corinne Herman, spécialisée dans les cold cases, est l'avocate de plusieurs parties civiles du dossier. Je pars du principe qu'il faut toujours vérifier le parcours de ces tueurs, le localiser, savoir où il se trouvait, où il était en mission, où il a vécu. On doit une réponse aux victimes qui sont dans l'attente ou qui se questionnent. On n'aura jamais la liste exacte de leurs crimes. Attendons d'avancer dans l'enquête pour voir véritablement son profil se dessiner et voir s'il y a d'autres séries avec d'autres types de victimes, d'autres modes opératoires. Voyons. Depuis le décès de François Vérove, les enquêteurs se penchent sur les affaires de Sophie Narme, 23 ans, et étranglée à Paris en 1991, et de Karine Leroy, enlevée sur la route du lycée, à Meaux, en juin 1994, ainsi que sur d'autres faits ou tentatives non élucidées. Même identifié, le grêlé garde sa part de mystère. Nicole Brass pense avoir échappé à un tueur en série. C'était en 2015. À cette époque, elle se prostitue. J'ai quelques photos sur Facebook de moi à ce moment-là. Faut remonter quelques années en arrière. Mère de 4 enfants, enceinte, malgré une profonde fatigue, Nicole a accepté de nous raconter cette rencontre. Du genre de celle d'un homme qui veut montrer que c'est lui le plus fort. Il était tellement impressionnant, genre 2 mètres de haut, 140 kilos, vraiment un géant. Je suis sûre que si je l'avais suivi chez lui, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. J'en suis sûre à 100%, à 1000%. Je ne serais pas là aujourd'hui. L'homme que Nicole a rencontré ce jour-là s'appelle Rex Heuermann, 59 ans, architecte new-yorkais sans histoire, marié, père de 2 enfants. Il a été arrêté le 13 juillet dernier, soupçonné d'être le tueur en série de Long Island. Inculpé pour l'assassinat de 4 prostituées, il pourrait être impliqué dans plusieurs autres meurtres, jusqu'alors restés mystérieux. Mesdames et messieurs, Rex Heuermann est un démon qui vivait parmi nous. Un prédateur qui a détruit des vies. L'enquête sur le de Long Island a duré plus de 16 ans. Elle a longtemps piétiné, avant d'aboutir l'été dernier, grâce à un incroyable rebondissement. Tout commence au petit matin du 1er mai 2010 à Gilgo Beach, sur Long Island, à 60 km de New York. Une femme appelle la police. Police d'État. Oui, il y a quelqu'un après moi. Pardon? Il y a quelqu'un qui me menace. Où êtes-vous? Je suis dans une maison. Quelle maison? Je ne sais pas. Vous pouvez me géolocaliser? Non, je suis désolée. Il y a quelqu'un après moi, s'il vous plaît. Cette femme terrifiée s'appelle Shannan Gilbert, une prostituée de 23 ans. À ce moment-là, elle est chez un client. La suite de l'appel à la police continue d'être enregistrée. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu veux bien? Arrêtez. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me tuer? Mais tu es folle. La jeune femme s'enfuit dans la rue avec son téléphone toujours allumé. Elle semble poursuivie. Elle parvient finalement jusqu'à cette maison. On l'entend frapper à la porte. Un an plus tard, en 2011, nous avons rencontré ce riverain. Elle est restée plantée devant moi en criant « Aidez-moi, aidez-moi !» Je lui ai dit « Asseyez-vous sur une chaise !» Mais elle s'est enfuie. Elle a couru par là et elle s'est cognée contre le bateau. C'est la dernière fois que je l'ai vue. On ne reverra jamais Shannan vivante.
Plusieurs mois après sa disparition, des fouilles sont organisées dans la zone, entre océan Atlantique et lagunes marécageuses. Les policiers ne retrouvent pas Shannan, mais découvrent les corps de 4 autres femmes, dissimulés dans des sacs en toile de jute. Melissa, Maureen, Megan et Amber étaient de jeunes prostituées qui avaient soudainement disparu entre 2007 et 2010. Les causes de la mort des victimes apparaissent similaires. Je ne peux pas vous en dire plus, mais cela correspond à la définition d'un tueur en série. Les victimes étaient toutes précaires, des proies faciles. Lorraine, la mère de l'une d'entre elles, nous avait reçus à l'époque. Pour toujours dans nos cœurs, Megan, Maureen, Amber et Melissa. Pourquoi avoir fabriqué ce t-shirt? Pour ne pas oublier. Megan Waterman, morte à 22 ans, laisse une petite fille de 6 ans orpheline. La jeune femme avait disparu 6 mois plus tôt, dans d'étranges circonstances. Ce soir-là, elle est à New York où elle a l'habitude de recevoir des clients dans une chambre d'hôtel qu'elle ne quitte jamais la nuit. Mais une chose inhabituelle se produit. Un témoin a vu Megan sortir de l'hôtel à 1h30 du matin, toute seule. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. D'habitude, elle ne sortait pas seule. Non, jamais. Elle détestait l'obscurité. Elle était terrorisée par l'obscurité. Alors sortir de l'hôtel toute seule à cette heure-là de la nuit, ça ne lui ressemblait pas. Quelqu'un a dû la contacter, quelqu'un en qui elle avait confiance. Le tueur aurait donc été suffisamment habile pour convaincre la jeune femme de changer ses habitudes. Sûr de lui et sadique. Cette femme en pleurs est la mère d'une autre prostituée retrouvée morte, Melissa. Après la disparition de celle-ci, sa famille a reçu plus d'une dizaine d'appels passés avec le propre portable de la victime, des insultes proférées probablement par le tueur. Il connaissait des détails personnels sur la famille. Il a utilisé le téléphone portable de Melissa, il l'avait rencontrée sur Internet. En 2011, 18 mois après sa disparition, le corps de Shannan Gilbert est finalement retrouvé dans les marais. Au total, 11 victimes sont découvertes, dont au moins 7 prostituées. Il y a aussi un homme et un bébé. Le mystère du serial killer de Long Island passionne l'Amérique, mais l'enquête s'enlise. Depuis 13 ans, l'avocat John Ray assiste les proches de 2 victimes, dont ceux de Shannan. Ce document, c'est l'autopsie et l'expertise toxicologique réalisée sur les restes de Shannan Gilbert. Elle a pu être identifiée formellement grâce à son empreinte dentaire. Là, il y avait une pièce métallique sur sa mâchoire car elle se l'était cassée. Les experts, en revanche, n'ont pas déterminé les causes de la mort de Shannan. John Ray a consacré des milliers d'heures de travail à ce dossier. Selon lui, la police n'a pas été aussi diligente que lui. Il n'y avait qu'un seul enquêteur qui travaillait activement sur l'affaire. Et cet enquêteur n'était même pas à plein temps. Avec 11 meurtres, dans une affaire si médiatique, un enquêteur. Pour la police, ces filles, parce qu'elles étaient des travailleuses du sexe, étaient juste bonnes à jeter. Comme si elles ne comptaient pas. Effectivement, il ne se passe rien pendant 10 ans. Aucun suspect, aucune piste. Jusqu'en février 2022. Un nouveau procureur active une équipe spéciale d'enquête. Et les résultats sont quasi immédiats. Des éléments figurant au dossier depuis le premier jour se révèlent capitaux. Le 1er septembre 2010, une des victimes, Amber, a eu un souci avec un client venu chez elle à bord d'un 4x4 vert comme celui-ci, un modèle ancien devenu assez rare.
Le lendemain, ce même client serait revenu. Amber a disparu ce jour-là. Les policiers recensent donc tous les propriétaires de ce modèle de véhicule. Les enquêteurs travaillent ensuite sur les téléphones, achetés sous de fausses identités, avec lesquels le tueur a pris contact avec les victimes avant leur disparition. Ce travail les conduit dans une petite ville de Long Island, Massapequa, où le propriétaire de cette maison gare tous les soirs un 4x4 vert devant chez lui. Il s'agit de Rex Heuermann, un architecte qui travaille à Manhattan, où certains des appels aux victimes ont été passés. L'homme est placé sous surveillance. Et nouveau point commun avec le tueur, comme on le voit sur ces images, l'architecte achète des téléphones portables sans donner sa véritable identité et il les paye en espèces. Pour le confondre, les enquêteurs ont besoin de son ADN afin de le comparer à celui d'un cheveu masculin retrouvé sur l'une des victimes. Ils le suivent dans la rue et récupèrent dans cette poubelle des restes d'une pizza qu'il vient de jeter. L'ADN correspond, le tueur de Long Island vient d'être identifié grâce à une croûte de pizza au fromage. Le 13 juillet dernier, alors qu'il marche tranquillement, mallette sous le bras dans une rue de Manhattan, Rex Heuermann est arrêté par plusieurs policiers en civil. Sa maison est perquisitionnée, son 4x4 vert saisi et près de 300 armes à feu sont découvertes chez lui. Sur Internet, il recherchait compulsivement des photos des victimes, mais aussi des photos de leurs proches, de leurs sœurs, de leurs enfants. Il essayait même de localiser ces personnes. On a aussi retrouvé des recherches d'actes de torture, du porno, avec des images de femmes violées ou tuées. Rex Heuermann avait jusqu'alors traversé la vie presque anonymement. La maison qu'il habitait à Long Island est celle où il avait lui-même grandi. Jamais soupçonné dans des affaires sexuelles, tout juste quelques problèmes avec le fisc. Ceux qui l'ont vu grandir se souviennent pourtant d'un type assez spécial. John Pagano a été scolarisé avec lui de la maternelle à la terminale. C'est lui. Il était très bizarre, très calme, solitaire, jamais avec un groupe d'amis. Très étrange. Il avait un surnom, je m'en souviens. C'était quoi son surnom? Hermine le monstre, comme dans une série télé des années 70. C'est pas qu'il était effrayant, mais c'était un tel géant. On l'appelait aussi T-Rex, ou la créature, comme dans la famille Addams. Lorsque Rex Heuermann contacte Nicole en 2015, la série de meurtres de Long Island semble s'être arrêtée. Pourtant, l'ancienne prostituée, aujourd'hui maquilleuse professionnelle, garde un souvenir glaçant de son tête-à-tête avec lui. On a parlé un peu de nous, il m'a dit qu'il était architecte à Manhattan. Et rapidement, il m'a demandé si j'aimais les affaires criminelles. À cette époque, je voulais devenir criminologue, donc je lui dis « Oui, je suis une grande fan ». Donc on a parlé de quelques crimes et de meurtriers. Et là, il m'a demandé si j'avais entendu parler de l'affaire de Gilgo Beach. Jusqu'à ce moment, il n'avait pas l'air vraiment passionné par notre conversation. Mais dès qu'il a commencé à parler du tueur de Gilgo Beach, quelque chose s'est allumé en lui. Il demandait « Comment ce mec a pu se débarrasser des corps sans se faire attraper ?»
Je lui ai répondu que je n'en savais rien, que je ne connaissais pas cette zone. J'ai trouvé que c'était bizarre de se poser ce genre de questions. Il devenait de plus en plus étrange, nerveux. Et là, il dit autre chose. Je vis à Gilgo Beach. C'est un endroit sombre et isolé. Je me suis dit, bon, il faut que je me sorte de là. À la fin du rendez-vous, il m'a demandé de le suivre chez lui. J'ai refusé en essayant de ne pas le vexer. Mais ça l'a vraiment énervé. Du genre, je t'ai payé le dîner, je t'ai parlé, j'ai fait tout ce travail et tu ne vas pas venir chez moi me donner ce que je veux? Il était très en colère. Selon son avocat, Rex Heuermann se dit innocent, même si l'ADN l'accuse pour les assassinats de 4 des 7 prostituées de Long Island. Il encourt la prison à vie, sans aucune remise de peine possible. Rex Heuermann aurait-il fait d'autres victimes, à Long Island ou ailleurs? L'équipe spéciale d'enquête étudie cette hypothèse et cherche maintenant de nouvelles preuves dans son passé.